Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Tout d'abord, bonne Pâques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques en famille. Aujourd'hui, 3 invités. Nathalie Cougny, écrivain et artiste peintre. Pierre-Yves Lascar, créateur des Nuits Oxygène. Et Pascal Lombardo, qui est magnétiseur. Bonjour à tous les 3. Bonjour Bruno. Bonjour. Et nous avons aussi Marie-Madeleine qui est chroniqueuse aujourd'hui. Donc on va peut-être faire un petit tour de table. Nathalie, tu commences ? Oui, si tu veux. Alors donc tu viens pour une sortie de livre ? Oui, pour Paris-Rome et Nietzsche rencontre Charlotte, qui sort le 28 avril aux éditions Publi-Libre. On va en parler un petit peu ensuite. Pascal Lombardo. Alors, moi je viens vous parler de ce que représente ce métier de ce qu'on appelle magnétiseur en province. On appelle ça énergéticien à Paris, voilà, ou guérisseur aussi en province. C'est ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, qui sont supposées faire en sorte qu'on retrouve son énergie de vie pour aller mieux, ou bien tout simplement. Oui, maintenant... On interrompt l'équipe d'avant. Matroulé, Pierre-Yves Lascar, vous êtes créateur des Nuits d'Oxygène. Oui, alors les Nuits Oxygène, c'est une série de concerts sur Paris qui se déroule dans le 5e arrondissement, rue Pierre-Nicole, depuis le mois d'octobre. Voilà, c'est une série essentiellement concentrée sur les récitals de piano classique et de musique de chambre. Il y a 15 concerts depuis octobre 2018 jusqu'à fin juin. Et donc d'ici la fin juin, il y aura 3 nouveaux concerts que des récitals pour piano. Alors Nathalie. C'est formidable parce que en fait, on est 3 réunis. Nietzsche était un grand fan de musique et c'est lui qui a parlé en premier du corps et pas seulement de l'esprit. Donc je crois que c'est pas un hasard qu'on soit tous les 3 ensemble. Eh oui, la synchronicité des événements. Voilà. On commence par vous, Nathalie, alors, pour parler du livre. Nathalie, on part de ton livre ? Oui, donc c'est mon 16e livre, 2e roman, puisque je travaille aussi sur les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Et aussi, j'écris de la poésie sensuelle. Donc c'est encore un livre qui parle d'amour, parce que j'adore parler d'amour et puis décortiquer tous les sentiments et les émotions que suscite l'amour. Donc il y a 2 histoires qui se répondent. Une histoire longue, Paris-Rome, où Nietzsche se retrouve soi-disant par hasard dans un train avec une artiste peintre. C'est pas toi des fois ? Comment ? C'est pas toi des fois ? Il y a toujours une part de soi dans les romans, je pense. Et puis une 2e histoire plus courte, beaucoup plus fulgurante, et qui pose la question... qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que c'est pas seulement un couple qui se marie, des enfants ? L'amour, ça peut être 3 heures d'une vie qui vous marque, et puis 20 ans, ce qui est le cas entre Nietzsche et Charlotte, sans se rencontrer. Et jusqu'au moment où ils vont se rencontrer. Et puis après, ça se passe un peu c'est un huis clos dans un train, avec l'éditeur de Nietzsche aussi, qui arrive dans le train et veut révéler un secret sur la vie de Charlotte. Donc ça parle d'amour, de transcendance, ce que faisait Nietzsche, qui a été malade toute sa vie, se servir de la souffrance pour créer, et ce qui est aussi la vie de Charlotte, qui a eu une enfance, qui a vécu un événement très difficile, et grâce à la peinture, elle a réussi à s'en sortir. Et voilà, le dépassement de soi, tout ce que Nietzsche aussi prônait, le oui à la vie, et puis le remettre dans un contexte social actuel qui avait anticipé un chaos. Je pense qu'on est dedans depuis quelques décennies, et ça pose la question de la réflexion, de se poser, du temps. Et puis ça parle aussi de la montée de l'extrême droite en Europe, de plein de choses actuelles en fait, et de le recentrer dans notre société actuelle. Je trouvais ça intéressant par rapport à sa pensée, à ce qu'il était. Il était apatride, donc aujourd'hui on a l'histoire des migrants. Il était autodidacte. Aujourd'hui, il faut absolument que tout le monde réussisse, fasse des études, etc. Il était malade toute sa vie, donc il a transcendé sa maladie, il a toujours écrit jusqu'à la fin quasiment.
Donc c'est ça, c'est le dépassement de soi et se servir de ce qu'on vit dans son corps aussi pour créer, pour se dépasser. Voilà. Mais être en huis clos dans un train, ça devient compliqué pour écrire, non? Pour écrire? Oui. Non. Non, je sais pas. En fait, je trouvais ça une belle idée. Je partais en vacances il y a 2 ans dans le sud, j'étais dans le train et l'idée m'est venue dans le train et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire une histoire dans le train? En plus, j'adore Rome. Bon, Nietzsche est allé en Italie souvent, à Rome aussi. Charlotte a aussi exposé à Rome. Enfin, il y a tout un tas de symboliques après dans le livre qui donnent des repères par rapport à sa vie à lui. Il y a quelques petites choses qui sont pas réelles puisqu'il n'a pas vécu 20 ans en France, mais sa vie est abordée de façon simple. Et écrire dans un train, non, je trouvais ça une belle idée justement dans ce Paris-Rome où il y a quand même 3 correspondances. Oui. Et puis il va se passer plein de choses, puisque Nietzsche défend l'antisémitisme et puis la montée de l'extrême droite. Toute sa vie, il a combattu aussi pour ça. Donc il va se passer aussi des choses dans le train à ce sujet. Voilà. Beaucoup de choses se passent dans le train. Oui, en fait, beaucoup de choses se passent dans le train et on parle aussi beaucoup En fait, le train, ça nous permet de nous poser. Le voyage va durer toute la journée. Eux ne se connaissent pas et s'aiment depuis 20 ans. Ils vont se découvrir, donc on va prendre le temps et c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui aussi, de poser les choses, prendre son temps, réfléchir, ne pas être dans la spontanéité tout le temps et c'est un peu ce que veut la société aujourd'hui. Consommation, surconsommation et l'amour c'est pareil aussi. Donc ça pose les choses, on prend son temps et dans l'autre histoire c'est l'inverse. Ça dure 3 heures cette rencontre où il va se passer toutes les émotions qu'on peut vivre dans une passion. Donc ça contrebalance cette histoire de 20 ans où ils se rencontrent pour la première fois au bout de 20 ans. Et voilà. Et vous l'avez écrit dans le train ? Alors j'ai commencé dans le train, ouais. En fait, je partais dans le sud et j'ai commencé dans le train et j'allais au bord de la mer et la mer c'est très propice à l'écriture. Et après, bon, ça a duré quand même presque 2 ans d'écriture où on revient, on corrige, on relit, on fait des pauses aussi parce que ça, c'est toujours bouleversant. Moi, je suis passionnée de Nietzsche depuis très longtemps, depuis l'âge de 14 ans. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi à dépasser justement des événements graves et sans le jugement, voilà, à vivre dans tout ce qui est positif, ne pas être dans la jalousie, dans le ressentiment, dans le jugement et prendre les gens comme ils sont avec leur histoire, parce que tout le monde a une histoire. Donc ce qui est important, c'est de connaître l'histoire des gens et donc j'ai commencé à écrire dans le train et ça a duré après presque 2 ans d'écriture. Ouais. Et qu'est-ce que vous recommanderiez de Nietzsche à lire, par exemple, c'est compliqué. D'après ce que vous venez de dire, l'aide, ouais. Parce qu'il y a... C'est compliqué, mais lui il disait qu'il fallait lire dans l'ordre de ses livres. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour tous les auteurs. Donc, il y a une très bonne biographie de Gilles Deleuze sur lui, si on veut l'aborder de cette manière. Après, chaque livre est complètement différent, parce qu'il avait cette faculté à évoluer aussi, à changer selon les influences qu'il a eues, que ce soit auprès de Schopenhauer, de Wagner, etc. Donc, il a aussi évolué. Donc, Ecce Homo, c'est un livre génial, sans parler de Ainsi parlait Zarathustra, mais Antéchrist aussi, sur les religions, enfin, un livre qui sortirait pas aujourd'hui, par exemple. Donc, et voilà, il faut entrer en lui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, il faut le prendre avec ce qu'on a besoin aussi, ce qu'on cherche à ce moment-là. Et comme il a écrit beaucoup d'aphorismes, on peut lire, voilà, il n'y a pas forcément d'ordre dans les livres, voilà. Enfin, dans le livre même, mais par contre, je pense qu'il faut commencer par la naissance de la tragédie et finir par le dernier. Alors donc, ça demande du temps quand même. Et ça fait peur aussi, non ? Non, ça fait pas. En fait, je pense que les gens ont peur parce on l'a beaucoup décrié aussi, on lui a beaucoup reproché de choses qui étaient fausses. Et il a une complexité évidemment dans son écriture, mais moi je pense qu'elle est abordable et qu'il faut pas peut-être prendre tout, mais voilà, prendre ce qu'on a envie de prendre et qui nous correspond. Mais le connaître, il a une vie
quand même extraordinaires et aujourd'hui des philosophes entre guillemets, parce qu'il n'a pas fait d'études de philosophie finalement, comme lui il y en a pas. Enfin je veux dire c'est toujours poussé plus loin. Et quand il parlait de volonté, de puissance, voilà, et beaucoup de gens ont pensé au pouvoir, à la domination. Alors c'était pas du tout ça, c'était la volonté qu'on met dans la volonté de surmonter les choses, de vivre, voilà. Et pour moi, c'est un personnage touchant. Alors on lui connaît pas beaucoup d'histoires d'amour, à part deux, notamment celle avec nous, Andrea Salomé, mais sans apparemment rapport physique ou peut-être juste un baiser dont on n'est pas sûr. Et donc j'avais envie aussi de le replacer dans une histoire sentimentale, puisqu'il a peu écrit sur les femmes, à peu près 30 pages dans toute son œuvre, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et le placer dans une sorte de bienveillance, parce qu'il adorait les femmes. Pour lui, les femmes, c'était la vie. C'est peut-être pour ça qu'il n'en a pas beaucoup parlé. Voilà, donc c'est c'est un personnage qui me touche énormément, qui a surmonté toute sa vie la maladie, sa mère et sa sœur qui étaient complètement étouffantes, et sa sœur qui lui a nui beaucoup, qui était mariée avec un nazi, qui a voulu transformer ses écrits à la fin. Enfin, voilà, il a toujours lutté en fait pour la vérité. Et moi, quand j'écris notamment de la poésie sensuelle, je cherche cette vérité aussi, des émotions, des sentiments, aller au plus proche de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et le partager après. Et en fait, on se rend compte que c'est universel. Beaucoup de gens ressentent ces choses-là, n'arrivent pas toujours à les dire ou à les vivre ou à envie de les vivre. Et voilà, aller dans la vérité du sentiment, et c'est important. Et vous peignez aussi donc avec votre... Que pouvez-vous dire de votre peinture? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est figuratif ou pas? Alors, je peins depuis 1996. Donc, j'ai fait à peu près 13 ans de figuratif, en autodidacte aussi. Et puis, depuis 2009, après avoir divorcé, dans les heures qui suivent, j'ai commencé l'abstrait. Donc changement de style, de vie, oui, une grande liberté, ouais, beaucoup de liberté énorme, quelque chose où tout est possible, et l'abstrait permet ça, et puis aussi livrer tout ce que l'inconscient porte, transmet, le corps aussi, enfin je veux dire toutes les émotions, voilà. Ah oui, en plus chez vous ça passe par le cerveau, parce que vous écrivez de la poésie, prose et poésie, et aussi par les gestes, parce que la peinture c'est un geste, c'est le corps. Oui, et puis en plus je peins au couteau, donc c'est très physique. Ah oui, c'est assez physique, et de toute façon c'est toujours physique, même si c'est cérébral, inconscient, intellectuel, tout ce qu'on veut. C'est vraiment le corps aussi qui parle, et c'est l'intérêt de l'abstrait. C'est que justement c'est inconscient, et on y met ce que le corps porte, et en général quand je vais pas bien, je vais peindre, et je libère mes émotions. C'est complètement différent de l'écriture, où déjà on pose des mots, donc on va dans un sens, dans une direction, alors qu'en peinture et dans l'abstrait on sait pas où on va. C'est le corps qui parle en fait, et pour moi c'est la plus grande vérité de notre moi profond. En peinture abstraite. Oui, on se jette. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose de défini au départ. Donc on est vraiment au plus profond de soi-même, je pense. Est-ce que la poésie sensuelle dont vous parlez est la synthèse ou entre le cérébral et le corps finalement? Le physique et le corps, oui, bien sûr. Oui, parce que on vit, tout passe d'abord par le cerveau, on sait bien, même notre moindre geste est d'abord anticipé par le cerveau, mais justement dans la poésie qui est très spontanée chez moi, parce que ça me demande pas beaucoup d'efforts, mais juste de ressentir quelque chose que je vis ou que j'ai envie de vivre, de le ressentir pleinement, et après, je sais pas, je suis faite avec ça, je maîtrise pas trop et je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, on le sent bien que quand on écrit de la poésie, c'est le corps passe par des émotions, des tremblements, des sourires, une chaleur, enfin voilà, donc le corps est toujours présent en fait, tout le temps. Oui, un petit blanc. Non, mais je pense que en tant que magnétiseur, ce que je pratique aussi d'ailleurs à distance,
Ouais, en ce moment même, pour des raisons personnelles. C'est quelque chose d'incroyable et je trouve ça vraiment merveilleux en fait, parce que moi je crois aux énergies. Alors, je suis complètement athée, je suis pas du tout croyante, mais je crois aux énergies. Nous sommes faits d'énergie à la base, et pouvoir transmettre un bien-être à distance ou même en face, nous enlever nos énergies négatives, nous replacer au centre de nous-mêmes, enfin c'est essentiel quoi. Mais vous avez dit à distance, parce que c'est vrai qu'on imagine le magnétiseur, l'énergétiseur, le guérisseur Il va nous expliquer. proche, enfin deux corps proches, des corps proches. Alors pas forcément, pas forcément. L'énergie, elle est dans cette pièce. La radio, c'est un symbole d'énergie. L'énergie est partout, donc en nous, autour de nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, le ciel, la terre, voilà. Donc effectivement, le thérapeute, qu'il soit magnétiseur, énergéticien, guérisseur, j'aime un peu moins ce terme, je vais te dire pourquoi après. Il peut être en contact direct sur le corps, à la fois sur la peau, ce qu'on appelle les membranes qui entourent les muscles. Il peut travailler sur les muscles, sur les os. Il peut travailler au-dessus du corps, ce qu'on appelle l'aura, à 30-40 cm au-dessus du corps. Plus on monte au-dessus du corps et plus c'est puissant. C'est ce dont témoignent tous les patients que je peux suivre. Plus on est au-dessus du corps, plus le ressenti est fort. Et effectivement, on peut faire des soins à distance. Ça m'est arrivé de faire des soins, ça m'arrive de faire des soins à distance, de très loin en fait, depuis l'Équateur jusqu'à Paris, depuis le Portugal jusqu'à Montpellier. En fait, la notion de distance, elle est toute relative. On parle beaucoup de physique quantique en ce moment. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire 1 centimètre, 1 mètre, des milliers de kilomètres pour l'énergie? Ça veut rien dire, c'est l'univers. Donc on peut effectivement, ça demande une concentration et ça demande à ce que le patient, enfin la personne qui est de l'autre côté de la planète ou de la ville ou entre nous, entre Nathalie et moi, ça demande à ce qu'il y ait un lien, énergétique, et ça fonctionne très bien. C'est ça qui est surprenant. Mais on verra plus tard dans l'émission qu'il y a rien de magique dans le magnétisme. Et puis même quand, ça a dû vous arriver de ressentir quelqu'un qui n'est pas là, d'avoir des émotions, de ressentir dans votre corps une présence ou un lien. Quelqu'un, un amoureux, ou de ressentir une force quand même qui vous prend et voilà. En tout cas, la musique aussi fait ressentir des choses aussi. L'énergie de la musique, oui. Je pense que la musique c'est encore quelque chose d'assez différent. Il y a surtout une énergie de l'émotion, je veux dire, qui est assez peu contrôlable. Je pense très différemment. D'une discipline comme la peinture par exemple, où le geste est quand même plus on imagine que le geste est quand même plus spontané, moins contrôlable, mais c'est plus une forme de libération qu'une submersion, je pense. Voilà. Moi c'est un peu comme ça que je vois la musique, en tout cas les grandes émotions musicales. Et en effet, après, il y a aussi une énergie physique, évidemment, puisque la musique passe fondamentalement par un phénomène d'interprétation, puisque il y a forcément des musiciens qui jouent sur scène, au contraire de la peinture, où il y a un corps à corps direct avec le support. La littérature, c'est pareil. La musique est le seul art qui n'existe que par un médiateur, véritablement, et donc par une interprétation. Et c'est chez les interprètes qu'il y a effectivement une énergie physique, un acte physique qui donne sens aussi à la musique. Donc voilà. Et d'ailleurs, Nietzsche plaçait la musique comme au-dessus de tout. Je serais assez d'accord avec lui. Oui. On va peut-être en écouter un petit peu. Volontiers.
émission Chronica le dimanche à partir de 11h. Le petit blanc du dimanche. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut un petit temps de pause pour assimiler. Voilà, exactement. Et le silence je ne veux pas parler à la place de notre spécialiste de musique, mais le silence est aussi important que les notes. Après, à la fin d'un morceau, des fois, c'est tellement important. D'autant plus que ce que l'on vient d'entendre est la fin d'un cycle de Debussy, donc on peut imaginer qu'il y ait une petite pause pour digérer ce que l'on vient d'entendre. Vous voulez peut-être que je dise ce que c'est en détail. Donc c'était Poisson d'or, c'est la dernière pièce du livre 2 des images pour piano de Debussy, par un pianiste allemand, Séverin von Eckartstein. Et je suis assez fier de ce disque que j'ai donc produit l'année dernière, dans la mesure où il a reçu à peu près toutes les récompenses de la presse musicale française en classique, dans le domaine de la musique classique. Récompensé par Diapason, Classica, et qui vient tout juste d'ailleurs d'obtenir un 4F de Télérama. Donc c'est un succès à la fois artistique et d'estime pour moi, donc je suis assez fier de cette production. Et c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui sera donc justement dans la série Les Nuits Oxygènes que j'organise tout au long de cette saison, et qui sera donc au Temple Saint-Marcel le 5 juin, dans un programme totalement différent, puisque ça sera un programme entièrement dédié à la musique globalement, on va dire, germanique, austro-hongroise. Donc il y aura du Liszt, du Brahms et du Schubert. Voilà. Donc ça, c'est le 5 juin, et donc c'est l'un des derniers concerts de ma série. Voilà. Donc je voulais faire une petite promotion pour cet artiste en particulier, vu qu'il a aussi été récompensé de manière assez globale. Donc bravo. Et ce disque en fait qu'on a passé là, qui est donc la dernière piste du CD, l'une des grandes nouveautés de ce disque, c'est de proposer un autre cycle du piano français qui s'appelle La Maison dans les Dunes, et qui est un cycle très très rare, qui n'a pas été extrêmement enregistré. Et donc en fait j'avais proposé au pianiste Séverin von Eckartstein d'enregistrer ce cycle qu'il ne connaissait pas du tout. Il a eu un coup de cœur tout de suite, et il a voulu absolument enregistrer cette musique-là, parce que c'était vraiment totalement dans ses cordes d'une part, et puis aussi il a dû ressentir des affinités certaines avec cette musique qui est absolument magnifique, qui est plein d'ambiance, plein de mélodies absolument magnifiques. Très porté aussi sur la nature, hein, comme le titre l'indique, et c'est un cycle donc de 45 minutes, et on peut en lisant le déroulé des titres et tout ça, c'est assez étonnant, parce que c'est un côté un petit peu naïf. Alors il y a des titres assez drôles, comme la 4e pièce qui est Mon frère le vent et ma sœur la pluie, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est assez marrant. Et puis il y a d'autres titres comme ça qui sont à la fois très beaux et qui donnent vraiment une idée du contenu des pièces. Et la 6e pièce aussi, qui est une pièce très très difficile à jouer, qui s'appelle Le soleil se joue dans les vagues, qui est une pièce vraiment très rapide, très virtuose, avec beaucoup de difficultés techniques. Et voilà, c'est une musique très colorée. On sent le soleil, on sent la lumière, on sent beaucoup de choses dans cette musique. Et en fait, c'est l'une des grandes pages de ce compositeur, Gabriel Dupont, qui est mort de la tuberculose quelques années après, en 1914. Donc il n'est pas mort du fait d'être allé sur le front et d'avoir combattu et défendu la patrie. Non, il est mort vraiment de la tuberculose. Donc c'est une personnalité aussi, assez singulière, et ça aurait pu sans doute être l'un des grands compositeurs français s'il n'avait pas été malade, parce que ce cycle montre vraiment de très grande qualité en termes de créativité et d'imagination, et évidemment il y a des influences de Debussy, Ravel très nettes, mais en même temps c'est toujours extrêmement personnel, et surtout c'est extrêmement séduisant.
Et finalement, c'est pas si courant dans toute la création musicale française du début du XXe siècle. Et vous, comment vous allez à la recherche de ces œuvres? On dirait que c'est votre travail aussi vous avez vous faites beaucoup de recherches. Alors moi, je suis passionné de musique depuis l'âge de, 2 ou 3 ans. Donc c'est vraiment une passion très très ancienne, très forte. J'adore découvrir des nouvelles œuvres que je ne connais pas. J'adore les approfondir, les connaître beaucoup plus. J'aime beaucoup les interprètes, les musiciens. Donc j'écoute beaucoup de versions, par exemple, d'enregistrements différents d'une même œuvre. Ça, c'est ma passion depuis très très longtemps. J'ai une discothèque assez fournie en matière de musique classique, d'ailleurs, uniquement. Et donc voilà, donc moi j'aime bien découvrir des œuvres, j'aime bien aussi conseiller aux musiciens des œuvres qu'ils ne connaîtraient pas. Donc ça a été le cas avec ce pianiste allemand. Et après, comment je découvre les interprètes en eux-mêmes, ça c'est par différents biais. Il y a d'une part le disque aujourd'hui qui est un vecteur de communication et de connaissance assez important. Ensuite il y a aussi des conseils de professeurs, de pédagogues, et je suis assez lié notamment à l'académie de piano du lac de Côme en Italie, donc. Et c'est une académie qui a été fondée par un pianiste qui habite Rome aujourd'hui, pianiste noir américain, qui est un formidable musicien, pédagogue, qui a le souci des styles et des esthétiques, et ce n'est pas si courant aujourd'hui dans le milieu de la pédagogie. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une personnalité très singulière, et je l'ai rencontré il y a quelques années, et il me fait découvrir aussi beaucoup de jeunes musiciens qu'il considère comme étant à la fois de talent et puis avec un potentiel dans le futur aussi au niveau du développement de la carrière qui lui semble particulièrement fort, et quand même toujours avec ce souci premier évidemment de la musique et d'être on va dire princeps dans leur interprétation musicale. Voilà. Donc c'est une source de connaissances aussi et d'approvisionnement entre guillemets assez important, voilà. Ouais. Et toute ma série de concerts sur Paris, les Nuits Oxygènes, porte quand même très très fort ce partenariat avec justement l'Académie de Côme, parce que j'ai vraiment décidé de programmer aussi des jeunes artistes qui sont liés à cette académie d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup sur mon label, donc Artalina, sur lequel j'ai produit ce disque du pianiste allemand Séverin von Eckartstein. Je travaille beaucoup aussi avec des jeunes artistes issus de son sérail. Voilà. Pourquoi Oxygène pour les nuits? Alors, pourquoi Oxygène? Déjà parce que je trouve que le nom est pas trop mauvais, premièrement. Je trouve que ça sonnait bien. J'aime bien les noms qui sonnent bien. Voilà, ça doit être mon amour de la musique, et je pense que pour une manifestation musicale, c'est bien aussi d'avoir quelque chose qui est assez fluide et qui peut sonner bien. Ensuite, il y a une raison plus profonde par rapport à la scène musicale parisienne, dans la mesure où étant passionné de musique, soucieux à la fois de découvrir des répertoires que je ne connais pas, et puis aussi de partager aussi des découvertes avec des amis, avec un public passionné. Il me semblait tout à fait utile aujourd'hui à Paris d'avoir une saison de qualité d'une part au niveau artistique, et une saison qui propose des répertoires un petit peu plus audacieux que les salles habituelles, les grandes salles parisiennes, qui ont évidemment énormément de moyens financiers, médiatiques, promotionnels et tout ça, des moyens que je n'ai en l'occurrence absolument pas du tout, mais ce sont des salles aujourd'hui qui ne sont pas extrêmement inventives dans la programmation en termes de répertoire. Et d'ailleurs, ça a tendance au fil des années à se rapetisser. Voilà. Donc moi, c'était absolument essentiel pour moi de trouver un positionnement sur justement la mise en valeur de répertoires un petit peu plus variés. Alors il ne s'agit pas de dire que
que Chopin ou Debussy sont absolument exclus, mais de redonner, on va dire, au répertoire, à l'intégralité du répertoire, son équilibre. Donc il y a des programmes véritablement très audacieux dans ma saison. Bon, à l'heure actuelle, ils sont un petit peu passés parce que la fin de la saison est plutôt finalement sur du grand répertoire. Mais par exemple, en octobre, j'avais un duo 4 mains d'Italiens originaires de Rome qui nous a fait vraiment un très beau programme avec un inédit de Pizzetti, qui est un compositeur italien du XXe siècle, pas très connu, mais c'est de la très très belle musique. Il y avait aussi des versions 4 mains de poèmes symphoniques de Respighi, voilà. Donc des choses un petit peu plus variées. Et puis évidemment, l'idée c'est pas de proposer des choses rares parce que c'est rare, c'est l'idée de proposer des choses rares parce qu'elles sont belles et qu'elles peuvent ouvrir, on va dire, l'horizon sensoriel du public. Et les salles que vous avez sur Paris, c'est... Alors là, c'est dans une église, c'est au Temple Saint-Marcel, dans le 5e arrondissement. Hein, donc c'est une église luthérienne, une jauge pas très importante, mais suffisamment importante pour déjà développer un petit peu le concept des nuits oxygènes. Donc c'est une jauge de 150 personnes officiellement. Après, évidemment, on peut aussi rester debout et profiter du concert si, évidemment, il y avait une demande surdimensionnée, ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas, hormis pour le dernier concert de la saison qui se remplit très rapidement et à vitesse grand V. Donc voilà, donc ça c'est aussi... il va falloir trouver des solutions pour accueillir un maximum de personnes pour profiter du concert. Voilà. Mais voilà, c'est une jauge très intimiste, avec une acoustique aussi à la fois très belle et très intimiste. Le prochain concert, c'est quand ? Alors c'est le 29 mai, j'avais un concert le 15 mai qui a été repoussé un petit peu plus tard dans l'année 2019, il se passera au mois de décembre. Donc le prochain concert c'est le 29 mai avec une jeune pianiste russe, Anastasia Vorotnaya, qui est très prometteuse, qui est donc un conseil de ce pédagogue de l'Académie du Lac de Caume. Et donc après le 5 juin, j'aurai le concert de Séverin von Eckartstein, dont on a entendu quelques extraits tout à l'heure. Et le 26 juin, c'est Dong Tyson, c'est un grand pianiste vietnamien qui a fait ses classes en France, enfin une grande partie de ses classes en France. Et donc voilà, c'est un honneur d'avoir Dong Tyson pour moi dans cette saison. C'est quelqu'un de très respecté à l'international et il est très très rare en France. Il donne très très peu de récitals. Et donc là, pour la première fois depuis assez longtemps sur Paris, et pour la première fois depuis à peu près 2 ou 3 ans en France, il donnera un récital sur Paris. Avec un très beau programme, une sonate de Schubert, quelques préludes de Debussy, évidemment du Chopin, puisque c'est l'un des très grands interprètes de Chopin à l'heure actuelle, et aussi des choses un petit peu plus rares, d'un compositeur polonais qui était un grand pianiste virtuose au début du XXe siècle, Paderewski. Voilà. Et ça, c'est le 26 juin. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour entendre de très beaux récitals de piano et de grands artistes, soit en devenir, soit confirmés. Et si vous connaissez Dong Tyson et que vous voulez venir au concert et que vous n'avez toujours pas réservé, je vous conseille de le faire très rapidement parce que ça se remplit vraiment à vitesse grand V. Et là, tel que c'est parti, il y aura pratiquement plus beaucoup de place dans quelques temps. Et pour réserver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut aller sur les sites de billetterie un peu standards. Donc, je conseillerais un site comme Digitic, par exemple, c'est le plus simple. Ou alors, sinon, vous pouvez aller aussi sur le site de mon label, artalina.com, ARTALI2NA. Et là, vous aurez assez facilement la possibilité de retrouver toute la programmation de ma saison en cliquant sur la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous arrivez sur le site internet de mon label. Et puis vous aurez assez facilement toutes les informations vers les différents sites de billetterie qui vous permettront de réserver pour les concerts. D'accord.
Et de toute façon, c'est des musiciens classiques. Oui, c'est des musiciens classiques. Alors au départ, les Nuits Oxygène avaient aussi pour but de proposer d'autres styles de musique, de créer des passerelles entre le classique, l'électro, le jazz, la pop et tout ça. Donc ça a été en fait la première édition de la manifestation. C'était vraiment une édition qui combinait classique et électro au Café de la Danse. Et depuis, je suis retourné vers des styles et des esthétiques que finalement je connais un peu plus. Mais dans l'avenir, il y a des projets qui vont consister aussi à proposer de nouveau une certaine mixité des genres. D'accord. Nathalie, et la musique pour toi? Moi, je suis plus Mozart que... Ah bah moi j'écoute beaucoup de musique, je suis pas en musique. La musique ça nous emporte au-delà de tout quoi. Et parfois c'est aussi une souffrance. Moi ça m'est arrivé de pas pouvoir écouter certaines musiques à certains moments de ma vie tellement ça me plongeait dans l'émotion. Mais la musique c'est essentiel. C'est devenu essentiel, oui. Comment ? C'est devenu essentiel. Bah je pense que ça l'est par nature. Je sais pas. Oui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de musique je disais, sans la musique, la vie serait une erreur. Il y a aussi beaucoup de musique ou de choses qu'on assimile à la musique d'une certaine manière, puisque aujourd'hui la musique, c'est aussi, on va dire, des sons très très différenciés. Je suis pas sûr, objectivement, sans forcément créer de hiérarchie, je suis pas sûr qu'on puisse absolument mettre dans le même bateau les Beatles et un opéra de Mozart par exemple. Il y a quand même une profondeur supplémentaire à mon sens chez Mozart ou chez Chopin. Évidemment, mais moi je compare pas les différents styles de musique. Il y a des j'adore le hard rock, j'adore la musique classique, j'adore la musique en général. Moi je pose pas de... Après c'est pas forcément le même travail, mais si ça apporte quelque chose dans les émotions, c'est ça qui compte. Moi, je hiérarchise pas les genres, en fait. Non, mais c'était pas une hiérarchisation des genres. C'est juste après une idée de la profondeur aussi. Voilà. Je pense que la profondeur émotionnelle peut jouer aussi. Voilà. Mais c'est évident. Mais après, on écoute les morceaux qu'on a aussi envie d'écouter en fonction de l'état dans lequel on est au moment où on les écoute, je pense. Et forcément, on n'écoute pas le Requiem de Mozart dans la même émotion que, je sais pas, Placebo. Mais ça répond à une énergie, une demande du moment. Mais toutes les musiques sont importantes. Oui, sans doute. Faut pas s'enfermer. Enfin, faut essayer de pas s'enfermer. Je répondais en fait plutôt à la question de Bruno sur le mot musique. Voilà, je voulais juste revenir sur le fait qu'il y a aussi différents niveaux et différentes choses que l'on regroupe sur le terme musique. Donc après, il faut aussi peut-être se poser la question de savoir ce qu'on entend personnellement par musique. Oui, voilà. Mais je pense qu'il y a plein de groupes qui aimeraient arriver au niveau des Beatles. Même si c'est pas aussi profond que Mozart. Enfin, je sais pas, moi toutes les musiques sont importantes. Après, c'est du ressenti, c'est une culture, c'est la culture qu'on a ou pas, c'est tout un tas de choses qui nous portent vers un style et qui nous apportent quelque chose. Mais moi, quand j'ai envie de me détendre, j'écoute du hard rock aussi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ça me fait du bien, ça me libère de quelque chose, voilà. Et le classique, quand j'écoute Mozart ou d'autres morceaux classiques, c'est plus pour peindre, dans un état d'esprit différent. Moi, la musique, ça me met dans un état d'esprit. Ça me prépare à quelque chose, et en même temps que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir, que ça me fait dépasser certaines choses, que ça m'emporte. Enfin, la musique, c'est un rayonnement sans fin de plein d'émotions, d'envie, voilà. J'ai remarqué aussi que lorsqu'on a un certain état d'esprit, lorsqu'on pense à quelque chose ou il nous arrive quelque chose,
instinctivement, il y a un morceau de musique qui vient. Oui, et puis moi par exemple, ça m'arrive d'écrire sur le même morceau de musique parce que je sais que cette musique va m'emporter quelque part, va me mettre en relation. Voilà, c'est. Moi, je sais que personnellement, il y a quelque chose qui m'arrive et il y a une chanson qui vient, mais qui est en rapport avec ce qui m'arrive. Et je trouve ça extraordinaire parce que je me dis c'est pas possible, comment ça se fait que cette musique vient, et c'est exactement le contre-coup de ce qui m'est arrivé. Donc je sais pas s'il y a un subconscient musical ou qu'est-ce qui se passe qui fait que la musique qui nous vient poursuit la déception ou la joie qu'on peut avoir avec ce qui nous arrive. Parce qu'il y a un phénomène de confortation dans l'humeur, je pense aussi, qui joue, et l'être humain peut pas être totalement déstabilisé en changeant totalement d'humeur brusque. Donc je pense que la musique, comme disait Brahms pour ses pièces, ses dernières pièces pour piano, il disait que c'était les berceuses de sa fin de vie, voilà, à l'approche de sa mort. Je pense qu'il y a aussi on est dans une humeur, on cherche aussi à être conforté dans cette humeur, même si on veut pas forcément franchir d'autres paliers émotionnels. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois souvent. C'est dans mes choix de musique, c'est vrai que je constate très souvent que je suis dans une humeur et finalement, quelle qu'elle soit, sauf quand il s'agit d'états psychologiques très forts ou très marqués, mais je constate souvent que je choisis quand même des musiques qui entretiennent cet état d'humeur. Voilà, il y a une quel qu'il soit, classique, électro ou pop ou. On écoute peut-être les Fontaines de Rome. Un petit peu, ouais.
continuer? Oui, c'est très bien. De toute façon, ça s'enchaîne. Donc c'est un poème symphonique en 4 parties, mais qui s'enchaîne toutes. Donc c'est parfois un peu difficile de couper. 40 secondes en trop. Et c'est Fontaines de Rome qui l'a fait Alors les Fontaines de Rome, c'est une page pour orchestre. Donc là, en fait, on entend l'arrangement pour 4 mains du compositeur lui-même. Ottorino Respighi, qui est donc un compositeur italien du début du XXe siècle. C'est l'un des grands artisans de la promotion de la musique instrumentale en Italie, puisque en Italie, l'Italie était un pays connu essentiellement pour une chose en musique au XIXe siècle, c'était l'opéra. Et donc en fait les Italiens n'aimaient pas la musique instrumentale, ou de manière extrêmement épisodique et marginale. Et donc à la fin du 19e siècle, il y a eu un mouvement de promotion, de réinstauration de la musique instrumentale en Italie. Et donc certains compositeurs comme Respighi, Pizzetti aussi, que je mentionnais tout à l'heure, et avant eux Martucci, et Casella aussi au début du XXe siècle. Tous ces compositeurs-là et toutes ces figurations importantes de la musique italienne au XXe siècle ont justement permis à l'Italie de redorer son blason en matière de musique instrumentale. Nathalie? Oui, Bruno. Oui, on revient à ton livre, parce que là on a eu les Fontaines de Rome, maintenant on a... Nous on va à Rome aussi, Paris-Rome. C'est bien ce que je dis. Ouais, on est tous centrés sur Rome. Ouais. C'est bien. Que je connais, j'adore Rome, j'adore l'Italie. Historiquement, mon émission a une tendance italienne, oui. Ça tombe bien. Il faut bien, de toute façon l'Italie, c'est la mère patrie, comme on dit. Oui, voilà, exactement. Oui. Et... Pour ton livre, il sort le 29, je crois. Le 28 avril. 28 avril. L'édition Publi-Livre, il sera disponible un peu partout, sur le site de l'éditeur, sur les sites internet, en librairie. Voilà. Et puis il y aura une signature le 13 avril. Non, elle a déjà passé. Il y en a eu 2 déjà. Oui, j'ai pas bu de café. Il y en aura sûrement d'autres. Alors comment s'est passée la signature? Il faut une vodka. C'est pas un café à ce stade. Enfin, un chocolat. Alors comment ça s'est passé? Très alors bien. peut-être qu'il y a des lecteurs récurrents ou comment... J'ai des lecteurs fidèles, c'est vrai, depuis... en fait, c'est la poésie qui m'a fait connaître il y a 8 ans, parce que mon premier recueil a été publié en 2011. Et ça devait parler pas mal aux lecteurs et aux lectrices, parce que depuis, j'ai des lecteurs récurrents de tous mes livres, quasiment. Et c'est bien, je trouve ça super. Même si c'est des sujets différents, puisque je travaille essentiellement sur l'amour et les violences, mais en même temps, quelque part, ça se répond aussi, parce que même dans la violence, il y a une forme d'amour. Les enfants battus aiment leurs parents, par exemple. Dans les violences conjugales, il y a une emprise et il y a un lien qui est toujours tissé par une notion d'amour au départ, souvent... Surtout chez les femmes. Chez les hommes agresseurs, c'est un petit peu différent. Ils sont dans leur souffrance aussi. Et puis, l'amour, c'est ce qui nous relie tous, quelque part. Après, pour moi, il y a de multiples formes d'amour. C'est toujours ce que j'essaie d'expliquer et de faire comprendre, que se lier à quelqu'un, c'est multiple. Dans le livre notamment, je parle à un moment donné pourquoi est-ce qu'on est obligé, parce que la deuxième histoire, c'est elle qui est plus âgée de 20 ans, dans la première c'est lui, et puis dans la deuxième histoire, l'homme est déjà en couple, et pourtant il va franchir quand même un cap. Qu'est-ce qui nous pousse dans l'attirance vers l'autre à franchir ce cap, même si on aime quelqu'un? Et c'est pas parce qu'on franchit un cap finalement qu'on n'aime plus la personne avec qui on est. Je pense qu'il y a des rapports complètement différents entre les êtres, et souvent quand on a quelque chose à vivre, on le vit. Donc ça parle de la fidélité, évidemment. C'est quoi la fidélité? Ça commence où? Aujourd'hui, la
le couple change, la notion de la famille change aussi. Enfin, elle se compose, se décompose, se recompose. Et en fait, il n'y a pas une forme d'amour et de couple. Il y a de multiples formes. Et moi, je suis peut-être... c'est peut-être mon destin aussi, puisque le livre parle aussi beaucoup de destin, d'amener cette réflexion à mes lecteurs et mes lectrices, et voilà, et se retrouver, pas s'enfermer dans quelque chose. Et je défends évidemment beaucoup la notion de liberté des femmes, liberté d'aimer, du sexe sans tabou, d'en parler, dans mes livres aussi, et surtout d'être bien avec soi et de pas répondre à un schéma de conditionnement. Voilà, et même si on répond pas aux critères majoritaires, c'est pas grave, il faut vivre avec ce qu'on est, avec qui on est, et comme disait Nietzsche, deviens qui tu es. Et c'est ça l'important, c'est de transcender les choses parfois pour aller au-delà de ce qu'on est et devenir qui on a envie d'être. Et nous vivons de plus en plus vieux. En plus, donc on a encore plus de temps pour être ce qu'on doit être. Mais les critères majoritaires décidés par quelques-uns. Oui, mais il y a toujours des exemples. Qui nous disent quoi écouter, comment faire. Comment mais on n'est être, pas obligé quand même de répondre, d'obéir et de heureusement. Enfin, sinon, ça serait grave. Mais après, il y a nos goûts personnels, nos choix. Enfin, c'est important. Il y a la culture aussi. Oui, il y a la culture aussi. Et l'éducation. Très important. Bon, parlons magnétisme. Alors. Oui, exactement, oui. Oh, quelle transition. Oui, voilà. Bah justement, la culture, puisqu'on parle de culture et d'éducation, alors vous le dites dans un sens positif, mais l'éducation peut faire des ravages. Parce qu'on parle magnétisme, dans mon travail, c'est un travail de thérapeute psychocorporel, ou psychothérapeute biodynamique, on va dire. Il n'y a pas que le vin qui est biodynamique. Voilà, il y a, c'est-à-dire l'énergie de vie qui est en nous. Et l'éducation, enfin, tous les grands psychanalystes, Freud, enfin, tous ceux qui ont travaillé, Reich et d'autres, ont mis en évidence que notre éducation, celle que l'on reçoit de nos parents, l'école bien sûr, les religions, tout cela peut nous contraindre et donc engendrer chez nous, au fur et à mesure des années, depuis l'enfance, depuis la toute petite enfance, depuis le nourrisson, et j'irais même à dire dès le ventre, in utero, dans le ventre de la mère, et même au moment de la conception, tout un tas de choses qui sont même transgénérationnelles, qui nous sont transmises par nos parents, nos ancêtres. Il y a tout un tas de contraintes qui vont générer chez nous tous, dès l'enfance, l'adolescence, bien sûr, c'est là où on tente tous, enfin, quasiment tous, le jeune adulte, puis ensuite on devient parent, et les aléas de la vie, ou pas, très juste, et les aléas de la vie vont faire le travail, les rapports sociaux vont générer des contraintes, et qui vont empêcher cette fameuse énergie de circuler. Alors dans le corps, dans notre corps, et puis autour de nous. Et tout le travail, c'est pour ça que je disais l'éducation, bien sûr, ça peut être très positif, mais ça peut être très contraignant et très négatif, et ça peut amener beaucoup de gens sur le divan d'un psychothérapeute ou d'un énergéticien, magnétiseur, pour justement, avec de véritables mots, des mots de physique, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, j'ai tout le temps mal à la tête, j'ai des migraines, des maladies réelles, de peau, psoriasis, eczéma, zona pour certains qui sont développés au moment de choc émotionnel, jusqu'à des maladies extrêmement graves comme le cancer. Voilà. Là, on parle de névrose. Il est évident que pour les psychos, c'est un autre champ qui relève de la psychiatrie. C'est vraiment différent. Et ça, c'est tout un chacun, tout le monde autour de la table ici. Si vous regardez autour de vous, on vit, et heureusement, grâce à nos névroses. Et ça, c'est le résultat, justement, c'était pour faire le lien, de l'éducation, de la religion, de la société autour de nous et de ce que nous ont transmis nos parents, pères et mères. Voilà. Après, pour faire le lien avec le magnétisme, et je dis tout à l'heure guérisseur, je n'aime pas ce terme. Des fois, on me dit, vous êtes guérisseur, je dis non, surtout pas.
il y a quelque chose de prétentieux dans le terme de guérisseur. Ça suppose que c'est le thérapeute qui va guérir la personne, le patient. Or, c'est faux. La guérison ne peut se faire que si le patient le souhaite, s'il veut guérir. Comme en psychothérapie. Comme en psychothérapie, mais de toute manière, c'est pour ça qu'on dit thérapie psychocorporelle. Gerda Boysen, qui est une des rares femmes du monde de la psychanalyse qui a pu imprimer de sa réflexion les courants psychanalytiques, elle était scandinave, elle a mis en évidence, parce qu'elle était à la fois psychanalyste et physiologiste. Et c'est elle qui a fait la synthèse entre le mental et le corps en disant que psyché et soma étaient les deux faces d'une même pièce. Et effectivement, parce que tout à l'heure vous disiez le cerveau finalement, le cérébral commande tout, oui et non. Oui et non, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait autant de neurones dans le ventre que dans le cerveau, et je suis persuadé que d'ici quelques années, on se rendra compte que nous avons des neurones indépendants du cerveau, des neurones dans tout le corps. Et c'est ce que je peux constater dans le travail que je peux faire avec des patients grâce à un travail corporel, de toucher ou émotionnel. C'est tout simplement, c'est pas un massage. On est en contact, l'énergie, et on voit bien. Je peux voir que ce qui n'arrive pas chez certains patients qui ont fait 20 ans de psychothérapie analytique, des psychanalyses, qui ont été toujours dans ce que j'appelle moi la tour de contrôle, c'est-à-dire le cerveau, ça tourne, on analyse, et ce qui ne sort pas par le cérébral, qui est bien là, dans le conscient, voire dans l'inconscient, dans le travail corporel, émotionnel, ce qu'on appelle le magnétisme, l'énergétique, va sortir. Et tout d'un coup, après quelques séances à peine, lors d'un travail, on va dire, énergétique, c'est là où le traumatisme ancien, enfoui, des fois inconscient, on parle beaucoup en ce moment d'agression sexuelle, de viol, de pédophilie, d'enfants martyrisés. Le film de François Ozon, grâce à Dieu, a mis en évidence cela. Mais l'excellent documentaire sur les enfants abusés par Michael Jackson le démontre aussi, les ravages que cela peut faire sur les individus. Et tout ça reste dans l'inconscient. Les personnes vivent pendant des années, pour certaines, avec un état dépressif profond, se perdent dans des addictions, l'alcool, les drogues, le jeu, le sexe, le travail, qui peut être aussi une addiction pour ne pas penser. Et in fine, on a des gens qui sont dans une souffrance sans même savoir pourquoi. Et c'est par le travail corporel, par le travail sur les émotions, finalement c'est quoi l'énergétique, le magnétisme, c'est la digestion de toutes ces émotions enfouies, des émotions dites négatives. Je n'aime pas non plus ce terme. C'est des émotions qui résultent de traumatismes. Un attentat qu'on a pu subir, une agression physique. On a parlé d'enfants battus qui sont marqués à vie parce qu'ils ont vécu des agressions sexuelles, des attouchements, des abus narcissiques aussi. C'est pas forcément des abus sexuels. Des parents, on l'a dit, très prégnants, très étouffants. Voilà, tout le travail. C'est pour ça sur la dissociation et en même temps on a le cerveau, le cérébral et le corps. C'est de permettre justement par le corps de libérer ses émotions et faire que l'énergie, un peu comme ces petits schémas qu'on avait à l'école primaire, on avait la circulation du sang dans le corps, vous en rappelez, avec des lignes bleues et rouges, c'est la même chose pour les énergies. L'énergie circule dans tout le corps et les Américains notamment qui étudient tout scientifiquement ont voulu comprendre comment ça fonctionnait. Il n'y a rien de magique. Quand on me dit, moi je dis toujours à la première séance, je ne suis pas Jésus-Christ, je n'impose pas les mains et vous allez guérir. Non, tout ça a été prouvé scientifiquement. Nous avons dans nos mains une énergie basse, des fréquences basses qui permettent la guérison. Et d'ailleurs, les scientifiques l'ont tout simplement transposé avec l'électricité et on soigne par exemple des cassures des os grâce à des ondes électriques. Quand on n'arrive plus au bout de 2 mois, un os n'arrive pas à se solidifier, eh bien on envoie de l'énergie électrique. C'est le même travail que fait le thérapeute, le magnétiseur, avec ses mains, en rencontrant, je le dis bien, l'énergie du patient. Ce n'est pas lui qui guérit. Et là-dessus, je voulais terminer.
apposer les mains permet pas de guérir le patient tant qu'il n'y a pas de prise de conscience que le patient ne met pas des mots. C'est pour ça que psyché et soma ne peuvent pas être dissociés. Parce que si on ne travaillait que en termes énergétiques, le patient se sentirait mieux à la fin de la séance, mais c'est comme si lorsqu'on a de la fièvre, on prend de l'aspirine, et l'aspirine va faire baisser la température, mais si on ne sait pas pourquoi on a de la température, qui est certainement due peut-être à une infection ou autre chose, eh bien la température va revenir. Et lorsqu'on met du sens sur ce que vit la personne, le mal qu'elle a, alors à ce moment-là, lorsqu'elle va comprendre que oui, elle a mal au dos, mal à la tête, des migraines, elle a une endométriose, elle a un zona, pour cette raison qu'elle comprend, c'est ce qu'on appelle le décodage, le point de départ du mal, à ce moment-là, la guérison opère. Et c'est bien elle qui va opérer la guérison, c'est bien le patient qui opère la guérison. Le thérapeute, le magnétiseur, ne fait qu'accompagner. Et Pascal, vous avez des exemples, donc vous parliez de gens qui ont été en thérapie pendant longtemps, peut-être qu'ils la continuent, mais qui viennent vous voir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez en parler sans évidemment... Oui, bien sûr. Ah, oui, le travail est complémentaire. Il y a des personnes qui continuent à voir des psychothérapeutes, leurs psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres pour certains. Et c'est un travail, c'est un travail qui va 2 à 3 fois plus vite qu'un travail uniquement analytique, parce que tout d'un coup, on considère la personne dans sa globalité. Elle n'est pas qu'un cerveau, elle n'est pas qu'un être pensant. Elle est un être, et là ça rejoint la sensualité dont parlait Nathalie. Le corps parle. Gerda Boysen disait « le corps ne ment pas ». Par rapport à une situation de la vie, vous pouvez être, à un moment donné, vivre un choc traumatique, mais qui peut être simple, une contrariété dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. C'était votre anniversaire et quelqu'un oublie de vous le souhaiter. Dans le conscient, vous dites, c'est bon, ça c'est l'adulte, oui, c'est ok, je gère, c'est pas grave. Et l'inconscient va parler, et le corps va parler. Ah oui, on ne m'a pas souhaité mon anniversaire, ça ne va pas. Et là, le corps parle. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai la tête contrainte, j'ai mal au ventre. Voilà, il y a des réactions. Et c'est pour ça, par rapport à votre question, le travail peut être complémentaire de ce que peuvent faire des confrères, psychanalystes ou psychiatres ou psychothérapeutes. C'est tout à fait complémentaire. Et vous voyez des gens changer? Vous avez vu des gens changer alors? Ah ben oui, oui, bien sûr, heureusement. Oui. Alors, ça dépend les personnes. Les personnes qui sont très en contact avec leur corps peuvent... Je vais vous dire, très sincèrement, il y a des personnes que je n'ai vues qu'une seule fois. Tout a été posé en une seule fois, tout a été a priori réglé, elles ne sont plus revenues, ça allait bien. Chez certaines personnes, ça peut faire l'objet de quelques séances, et chez certaines personnes... Pour d'autres, on peut être sur des protocoles qui durent 1 an, 18 mois, 2 ans, mais la transformation est réelle et témoignée par les patients. On a quelque chose qui vient... On parlait de profondeur tout à l'heure par rapport à la musique, là on est dans la profondeur, pas seulement du corps, la profondeur de l'âme. Et je vois la transformation. De toute manière, à la fin de chaque séance qui dure 1 heure, je peux constater la transformation physique. La personne arrive dans un état, elle repart dans un autre état physique, mais certainement également mental. Et au fil de la thérapie, on peut voir des transformations considérables. Je vais vous prendre un exemple simple de personnes qui avaient eu des traumatismes de la vie, femmes battues pendant plus de 30 ans, qui ne voulaient plus entendre, battues, violées par le compagnon, qui ne voulaient plus entendre parler d'hommes, et on pouvait la comprendre, et qui, grâce à un travail thérapeutique sur plus de 18 mois, tout doucement, tranquillement, a retrouvé son corps, a retrouvé l'énergie de vie qui est bien dans son corps. C'est ce que je dis toujours aux patients quand ils s'assoient en face de moi. Ils sont bien vivant en face de moi. S'il n'y avait plus d'énergie de vie, ils seraient au cimetière du Père-Lachaise, ils seraient morts. Donc tant qu'ils sont vivants, l'énergie de vie est bien là. Eh bien, cette patiente a retrouvé au fil du temps cette énergie, cette belle énergie qu'elle avait en elle. Elle a retrouvé sa féminité, sa sexualité, et elle a eu envie à nouveau d'aller à la rencontre des hommes. Et elle a rencontré un compagnon dont elle est amoureuse. Donc c'est pas un conte de fées de ce dont je vous parle. Ce que je veux dire, c'est que c'est placer l'espoir très haut. On peut arriver
en ayant subi les pires choses de la vie. J'ai eu des patients qui avaient été pour certains en camp de concentration, d'autres qui ont vécu les pires choses, des situations incestuelles dans leur famille, situations horribles. Et on arrive toujours à dépasser lorsqu'on recontacte le noyau sain qui est en nous, ce qu'on appelle l'énergie de vie, qui fait qu'on est bien vivant. Tant qu'il y a cette énergie de vie, on est là. C'est l'espoir, l'espérance, on pourrait dire, puisqu'on parlait de profondeur tout à l'heure. Voilà. Mais c'est bien de le dire et que vous soyez là, parce que pour avoir fait parler des femmes victimes de violences sexuelles, notamment dans mes livres et en dehors, il y en a certaines que je suis aussi, beaucoup développent des symptômes physiques, corporels énormes, avant même de pouvoir parler. Et en fait, lier les deux, en fait, parler, parce que pour moi, c'est pour ça que je l'ai fait témoigner, parce que sortir les mots par la bouche, pour moi, ça a une importance essentielle. C'est prendre conscience de ce qu'on a vécu au moment où on le dit aussi, quand on sait la sidération que c'est, qui peut durer des années, et enfermer la personne dans sa souffrance. Donc je trouve ça super, parce que il y a le corps, c'est vrai, qui développe tous les symptômes, les maladies, enfin de peau, comme vous dites, énormes. Et faire parler et faire reprendre vie avec son corps, parce que c'est vrai que toutes ces femmes ou les enfants devenus adultes qui ont vécu des sévices sexuels ont beaucoup de mal avec leur corps à pratiquer une relation sexuelle. Et bien souvent une difficulté à appréhender les hommes pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou même d'abus sexuels étant enfants. Donc toutes ces méthodes et techniques qui sont relativement récentes, en tout cas, sont hyper importantes, je trouve. Il faut en profiter, il ne faut pas avoir peur aussi d'y aller, de tester au moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins réactifs, mais on peut au moins essayer, ça apporte quand même beaucoup de choses positives. Ouais. Et vous parlez tout à l'heure d'amour dans votre travail, et en tout cas dans le travail d'accompagnement thérapeutique, il y a une notion importante, c'est l'amour inconditionnel de la part du thérapeute pour accueillir quel que soit ce qui est posé par le patient, d'accueillir et d'accompagner. Voilà, d'accompagner, d'être avec. Ouais, un amour bienveillant. Bienveillant, ouais, voilà, de la bienveillance. C'est essentiel. Et oui, de faire comprendre que justement, il n'y a pas que de l'horreur autour de soi, que il peut y avoir de la bienveillance et que on peut être dans une démarche de réparation. Ce que certains ont appelé la résilience, c'est la réparation tout simplement. Puis accepter d'en avoir besoin. Mais bien sûr. C'est tout simplement finalement le cercle, on peut dire, le cycle aussi par rapport à un deuil. C'est-à-dire, on a une première phase qui va être le déni dans ce qu'on peut vivre, la deuxième phase qui va être la colère, et l'accompagnement thérapeutique va permettre la troisième phase du deuil, entre guillemets, ou de la guérison, du pardon, c'est l'acceptation finalement, et de dépasser. C'est ça qui est important pour guérir. Et pour être bien vivant, être en vie, être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Et tout ça avec un peu de musique. Et oui, avec de la musique, bien sûr. Avec de la musique. La musique est importante. Ah oui, bien sûr, la musique, c'est la vie. Toutes les notes qui... Voilà. L'art en général. L'art en général. De la musique italienne, alors. Bruno. Oui. Un peu de musique. Vous voulez un peu de musique? Si. Avec plaisir. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. Vivere perché un giorno qualcuno ha deciso che devi vivere, e così per amore o per forza ti tocca vivere, imparando ogni giorno a fatica il mestiere di vivere. Ma cos'è, dimmi tu che sai tutto, cos'è questo vivere? Questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere. Scusami se ogni tanto mi perdo in questi discorsi inutili, se ogni tanto ti annoio cercando risposte impossibili,
A che serve cercare, cercare? A che serve pensare, pensare? Tanto poi alla fine non resta nient'altro che polvere. Cos'è? Dimmi tu che sai tutto, cos'è questo vivere? Questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere. Tanto poi alla fine non resta nient'altro che polvere. E vivere, vivere, vivere. Scusami se ogni tanto mi perdo in questi discorsi inutili, se ogni tanto ti annoio cercando risposte possibili. A che serve cercare, cercare? A che serve pensare, pensare? Tanto poi alla fine non resta nient'altro che polvere. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. Voilà, c'était Giorgio Conte qui nous chantait Vivere. Et c'est une chanson qui veut dire il faut vivre parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ira tous au même endroit. Ça fait lien avec l'énergie de vie. Ouais. Exactement, oui. Et comment dire, il faut vivre parce que de toute façon, on deviendra poussière. Ouais, donc ça ne sert à rien de penser, de chercher, n'importe quoi. De toute façon, il faut vivre. Profiter de pleinement. La vie. Pleinement. Oui. Il faut. Hein. Demain matin, on ne sait pas si on sera là. Donc. Ça, c'est sûr. Dimanche prochain pour la nouvelle émission. Oui, voilà. Ouais. Donc, au niveau du magnétiseur, il y a des exemples, quelque chose qu'on peut donner, non ? Des exemples, oui, il y a plein de choses. Le magnétisme, intervient sur tous les champs du corps. Hein. On parlait de différentes maladies, mais pas seulement. On le disait hors antenne, ça peut intervenir également sur l'état dans lequel on peut être. Hein. On parle beaucoup, moi j'ai pas mal de patients qui arrivent avec des problèmes d'addiction aux drogues, d'addiction à l'alcool, qui est souvent lié d'ailleurs à un problème de vide qu'on veut combler, hein, quand on est dans ce schéma. Alors qu'on pourrait combler autrement, d'ailleurs on pourrait combler par autre chose, en écoutant de la musique, en créant, voilà, on n'est pas forcément obligé de tomber dans toutes ces addictions. Oui. L'art est une addiction. Et l'art est une addiction, tout à fait. Et oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai pas mal de patients qui arrivent, et on le disait, dans des situations de plus en plus maintenant de burn-out. Je lisais un article dans ce sens hier, puisque un des salariés de l'Élysée a attaqué la présidence de la République pour une question de harcèlement moral, et qui a créé un burn-out chez lui. Donc de gens en fait épuisés mentalement et physiquement par leur travail, par ce qu'ils vivent, et puis bien évidemment le mal du siècle, les dépressions, mais les dépressions qui sont dans la plupart des cas liées à des traumatismes, à des
à ce qu'on a pu vivre, sans même des fois dès l'enfance, on en parlait, par rapport à la situation familiale, des décès, la perte d'un parent, le père, la mère, des accidents de la vie, ce dont on vient de parler, d'abus, d'agression sexuelle, voilà. Et puis des gens qui arrivent avec des maladies très concrètes, endométriose, maladie de Crohn, des céphalées, des maladies de peau, on parlait d'eczéma, psoriasis, ou des maladies qui surgissent tout d'un coup, des gens qui développent un zona, des gens qui ont des problèmes de fibromes, voilà, toutes sortes de choses qui arrivent, ou même des sciatiques, ou des cruralgies, voilà, tout ce que peut rencontrer l'individu du point de vue de sa santé, au niveau de son corps, de son psychique, on le retrouve, et sur lequel le magnétiseur peut intervenir. Et par rapport à la question de Bruno, moi, j'aimerais en poser une complémentaire. À quel moment faut-il venir voir un magnétiseur ? Et j'aurais tendance à dire, pas quand ça va mal. C'est un peu comme un sport, il faudrait venir le voir avant. Ouais. En préventif, c'est-à-dire de comprendre que l'énergie de vie qui est en soi, c'est super important, ne pas l'oublier. Alors il y a des gens qui font du yoga, de la méditation transcendantale, qui prennent soin d'eux. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, on prend pas soin de nous. Et oui, voir quelqu'un régulièrement, ça peut être une fois par mois, quelqu'un qui travaille sur votre énergie d'une manière préventive, pour faire que tout ça s'harmonise. Alors, à un moment donné, on peut le faire soi-même, bien évidemment, mais les thérapeutes eux-mêmes, moi-même, je vais très régulièrement, quasiment nous, parce que nous sommes dans une démarche professionnelle quasiment une fois par semaine, on prend soin de nous en rencontrant d'autres thérapeutes qui font un travail sur nous pour réharmoniser et faire qu'on se sente au mieux pour pouvoir travailler avec des patients. Donc voilà tous les champs sur lesquels on peut intervenir. Et on peut y intervenir dès l'enfance. J'ai pu recevoir des enfants accompagnés de leurs parents, des adolescents bien sûr, et on peut être en thérapie jusqu'à très tard. J'ai eu des patients qui avaient 80 ans et qui étaient anciens psychanalystes. C'était intéressant de voir des gens qui avaient travaillé toute leur vie au niveau du cérébral, du mental, qui venaient et qui tout d'un coup comprenaient qu'ils avaient un corps et que le corps c'est important. Voilà. Il faut faire comme en médecine chinoise, c'est-à-dire payer son médecin tant qu'on est en bonne santé et ne plus le payer lorsque... Alors, c'est pas tout à fait ça. Oui, ça, on pourrait être comme la pratique chinoise. Là, non, hein, on paye, c'est comme un psychothérapeute ou de toute façon, c'est un thérapeute psychocorporel. On le paye à la fin de chaque séance, oui, bien sûr. Non, c'était juste une petite boutade pour rappeler que les Chinois... Vous êtes basé où ? Alors moi, je suis... Oui, voilà, je reçois... pas très loin d'ici, 59 boulevard de Ménilmontant. C'est le centre de psychothérapie biodynamique. Si vous allez sur le site, centre de psychothérapie biodynamique, vous cherchez les noms des thérapeutes et vous trouverez mon nom et mon prénom. Et là, il y a mon contact pour prendre rendez-vous, voilà. Et c'est vraiment au métro Père-Lachaise, donc on est vraiment voisins d'Aligre FM. Bien. Bon, on va peut-être se quitter. Tout le monde veut partir maintenant. C'est Pâques, c'est le dimanche de Pâques, exactement. Il y a les œufs à chercher. Oui, c'est pour ça, oui. Donc, on va se quitter, on va rappeler les actualités de chacun. Donc, Nathalie, tu sors ton livre le 28 avril, le livre sort le 28 avril dans les bonnes librairies. Oui. Paris-Rome. Et Nietzsche rencontre Charlotte. Ah, j'ai oublié de te demander, oui. Tu avais fait une pièce de théâtre, sexandlove.com. Alors c'était un One Woman Show qui a été joué près de 100 fois, quand même. Et comme ça marchait plutôt pas mal, on a décidé de la réécrire en pièce de théâtre. Donc là, normalement, on attend un teaser et ça devrait commencer bientôt en province. Mais du coup, on a refait un casting, on a 2 super comédiennes et donc ça va redémarrer bientôt. D'accord. Voilà. Tu nous fais signe. Oui. Et quel est le titre de ce One Woman Show ? Alors, ça s'appelle sexandlove.com. Et en fait, c'est tiré de mon expérience que j'ai pu vivre sur les sites de rencontres et justement une forme d'addiction aussi. Bon, après, mais faut venir nous en parler. Mais les hommes payent pour parler avec des robots sur les sites de rencontres. Non, mais c'est pas que des robots. C'est pas que des robots. Non. Mais donc voilà, et c'est très humoristique évidemment et c'est très drôle
Et voilà, j'avais envie de dire quand même dans tous ces messages qu'on a donnés qu'il faut pas oublier l'amour aussi, remettre l'amour aussi à sa place et ne pas perdre de vue que c'est important d'aimer, de le dire et puis de le vivre. Voilà. Bien. Ensuite, nous avons Pierre-Yves Lascar pour Nuit Oxygène. Les Nuits Oxygène. Oui. Donc, prochaine manifestation, c'est le 9 mai. C'est le 29 mai. 29 mai, puis ensuite, c'est le 5 juin. Voilà. Donc, et ça se passe à l'église luthérienne Saint-Marcel, 24 Saint-Marcel. rue Pierre-Nicole, dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà. Donc, et puis Pascal Lombardo. Moi, je viens de le dire, vous êtes les bienvenus au centre de thérapie, psychothérapie biodynamique. Vous allez sur le site, vous trouverez mes coordonnées. Et voilà, vous êtes les bienvenus pour faire un travail sur votre énergie de vie, pour retrouver. Et je crois que tout est dit, on a parlé d'amour, je crois que là, il est l'essentiel. Bon, on va se quitter. Merci à vous. Tout le monde. Merci, Bruno. Merci, bon dimanche. Et puis à très bientôt. Bon dimanche à tous. À bientôt, bon dimanche. Bon dimanche à tous. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. 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 De 11h.